Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de l'association Qualitel, vous publiez cette semaine votre baromètre annuel sur le logement et le côté durable du logement, de l'habitat. Vous le publiez avec Ipsos, mais également l'ANA, l'Agence nationale sur l'amélioration du logement et de l'habitat. Alors on va voir avec vous les principaux enseignements. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'importance du respect à la fois de l'environnement, de la rénovation de l'habitat? Est-ce que les Français sont prêts à avoir un habitat durable? Eh bien oui, ils sont prêts, ils en ont même envie. 75% des Français souhaitent vivre dans un logement durable. C'est un premier élément très instructif de cette enquête. Je rappelle qu'on interroge en l'occurrence 4500 personnes, donc c'est un échantillon très important. Des logements neufs ou anciens, des logements rénovés aussi, puisque c'est un partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat, vous l'avez dit. Et on interroge les Français sur la perception qu'ils ont de la qualité de leur logement. Donc on est sur une perception de cette qualité. Et effectivement, la question c'était que pensez-vous? Qu'est-ce que pour vous est un logement durable? Alors qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, il peut y avoir en fait pas une confusion, mais entre un logement durable et le respect de l'environnement, c'est pas exactement la même chose. Effectivement, Olivier, dans un premier temps, le logement durable, c'est celui qui permet de faire des économies d'énergie, qui consomme peu. Ça, c'est la réponse qui vient en premier. Et puis, on voit ensuite arriver des réponses liées à la qualité de l'air intérieur, au confort de vie. Donc là, on voit que les Français, finalement, de ce point de vue, ont plein de bon sens, puisque, effectivement, un logement durable, c'est un logement qui est respectueux de l'environnement, mais qui est aussi performant sur le plan économique et surtout, peut-être, qui apporte une vraie qualité de vie. Donc du confort, des éléments relatifs à la santé en termes je le disais, qualité de l'air intérieur par exemple, un confort acoustique, un confort thermique, etc. Voilà, c'est ça la définition du logement durable. Et on voit que les Français, ils l'ont à peu près intégré. Il y a une prise de conscience, ça y est, vraiment. Alors, oui, il y a une prise de conscience. Nouvelle génération, mais dans l'ensemble, en tout cas, toutes les Français. Oui, les Français sont... Alors, il y a une prise de conscience. D'un autre côté, 30% seulement d'entre eux disent on habite dans un logement durable, donc ils sont bien conscients qu'il manque des choses. Et puis, quand on fouille un petit peu, assez curieusement, les critères qui viennent en premier lieu pour dire mon logement est durable, c'est j'ai un bac de tri pour les déchets. Ça, c'est les équipements. Voilà, j'ai une pompe à chaleur. Voilà, donc des éléments qui sont essentiels, mais pas forcément les seuls. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai besoin en fait aussi de pédagogie pour que finalement les Français s'approprient bien cette notion. Y a-t-il alors des gestes aussi au quotidien qui viennent en priorité, des éco-gestes pour le respect de l'environnement? Oui, alors les éco-gestes, ils sont... je fais des efforts sur mon alimentation. Par exemple, ça c'est les premiers sujets, je trie mes déchets, je fais des économies d'énergie, donc ça vient aussi dans la liste, et ça c'est important. Je limite la consommation d'eau, donc là aussi on voit que donc, le sujet du logement, sujet du logement et de l'hébergement est important, ce qui est assez... intéressant à relever, bien sûr, les économies sur les transports en émettant moins de CO2. Donc là il y a finalement la démonstration que les Français sont prêts, vous l'avez dit, et d'ailleurs, si on va un petit peu plus loin, on sait qu'ils se projettent dans le temps en se disant, on sait que demain, on sera obligé de toute façon de rénover nos logements. C'est-à-dire qu'ils pensent en fait qu'il y aura une nouvelle réglementation qui sera mise en place ou qu'on ne pourra pas l'éviter et qu'il faut que justement cette prise de conscience elle soit générale. Est-ce que c'est plus là? Je pense que c'est plutôt la deuxième réponse qu'il faut apporter, on ne sait pas réellement. Ceci étant, ce qu'on sait c'est qu'entre-temps, puisqu'on a fait notre enquête au mois de mai, c'est qu'entre-temps la loi climat résilience a été votée et que ces obligations de rénovation pour les logements mis en location, elles existent, elles sont arrivées.
on ne va pas le rappeler, mais bon, 2025, 2028, 2034 pour les étiquettes GFE. Donc, avec des logements cette qui obligation, seront... elle arrive progressivement, d'abord sur la mise en location, mais elle va arriver ensuite. Mais ce qui est intéressant à relever, c'est que les Français sont prêts, ils sont conscients aussi des enjeux d'artificialisation des sols, et donc du sujet relatif à l'étalement urbain. Voilà, ça c'est important. Alors, ils sont d'autant plus conscients qu'ils sont jeunes. Voilà, les jeunes générations ont une plus grande conscience de ça, ils sont prêts à changer de logement, ils sont prêts donc à déménager, hein, ils sont prêts à payer plus cher aussi pour disposer d'un logement durable. Ça, c'est plutôt, je dirais, encourageant, rassurant. C'est logique peut-être aussi, puisque on sent bien quand on vieillit, on est moins enclin à changer, à faire peut-être des efforts, à se projeter sur l'avenir. C'est aux jeunes de se projeter sur l'avenir, et c'est eux qu'il faut suivre, c'est très clair. Très bien. Et puis sur l'aspect rénovation, alors est-ce que les Français sont prêts à rénover? Sont-ils prêts? Alors oui, ils sont prêts à rénover, hein, c'est ce que je disais, et ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à cette envie de rénovation, donc c'est plus de 65%, hein, voilà. Et là on dépasse le cadre des plus jeunes générations. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est des compléments d'enquête qu'on a pu faire, notamment dans le cadre du partenariat que nous avions cette année avec l'ANA, c'est de se rendre compte que les travaux qui vont conduire à un logement plus durable, tel qu'il est apprécié par les Français, ce sont les travaux, on va dire, plus globaux. Donc c'est une rénovation globale, c'est une rénovation qui va embarquer au minimum 5 natures de travaux. On a eu l'occasion, Olivier, d'en parler déjà dans le précédent baromètre. Voilà, dans la rénovation énergétique, hein, qui est le premier enjeu aujourd'hui par rapport aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne marche que si on engage concomitamment des travaux qui vont viser à améliorer le confort de son logement, à embellir son logement, donc refaire aussi une cuisine ou une salle de bain, ou ravaler la façade par exemple. Voilà. Donc tout ça est bien lié, tout ça est cohérent, les Français sont assez logiques de ce point de vue. Et le succès de MaPrimeRénov' ne vous étonne pas? Le succès de MaPrimeRénov'? Oui, le succès il est évident, hein, et c'est marquant, c'est très important. On peut regretter aujourd'hui que ceci étant, hein, sur que les premiers succès viennent d'abord sur des actions à un geste ou 2 gestes de rénovation par rapport à ce que je disais. Donc la rénovation globale n'est pas encore suffisamment mise en avant. Mais il faut le comprendre, hein, c'est plus compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand on est en copropriété. Hein, pour travailler sur le sujet depuis quelques années, hein, nous avons mis en place un programme de formation avec des certificats d'économie d'énergie, hein, qui s'appelle les coprovertes, qui permet aux particuliers copropriétaires de se former gratuitement à cette rénovation. Eh bien, on voit qu'on a du mal encore à avancer parce que le mécanisme décisionnel est long. Mais bon, c'est un long chemin, on y arrivera, on sait qu'on y arrivera. La notion de valeur verte prend de plus en plus d'importance, on le voit pour le logement, pour acheter un bien, le nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique, les passoires thermiques donc, qui vont être retirées, vous l'évoquiez Antoine, progressivement de la location. On parle aussi beaucoup de logements et de villes bas carbone pour tous, des logements neufs qui dans 10 ans seront sans doute autonomes en énergie. Comment on peut se projeter sur ce logement de demain? Alors Olivier, cette notion de valeur verte dont vous parliez à l'instant, elle est intéressante parce que justement, elle met l'accent sur la dimension économique du logement durable. On a parlé des enjeux environnementaux, on a parlé des aspects relatifs au confort et à la qualité de vie, mais la notion économique, elle est essentielle. D'ailleurs, moi j'aime bien dans la notion de logement durable, me rapprocher de la définition originelle, hein, on vient du sustainable, du soutenable, hein, qui est une définition donc plutôt anglo-saxonne au départ. Et donc déjà, il faut que ce soit économiquement soutenable pour ceux qui vont faire les travaux, qui vont vivre dans le logement. Donc il faut que le logement reste abordable. Après, cette notion de valeur, oui, elle émerge. On l'a mise en évidence depuis de nombreuses années. On sait qu'un logement
vert, entre guillemets, hein, c'est une survaleur patrimoniale qui est comprise entre 3 et 9%. Pas plus. C'est déjà pas mal. Alors si, oui. beaucoup plus pour un logement certifié par la certification ONF Habitat HQE que nous délivrons par ailleurs. Et là, on peut atteindre jusqu'à 13 à 15%. À n'en pas douter, cette valeur verte va perdurer. Et on sait, c'est plutôt d'ailleurs dans le sens inverse que les choses vont se produire, c'est qu'il va y avoir une décote importante pour les logements qui n'auront pas le niveau de performance requis. Et clairement, avec la loi climat-résilience, on voit que les logements qui ne peuvent plus être loués, du coup, vont forcément avoir une décote sur le marché, puisqu'ils vont s'interdire l'accès aux investisseurs. Donc, je dirais aujourd'hui, c'est mécanique et inéluctable. Et est-ce que l'on peut produire suffisamment? On parle régulièrement de problèmes dans la construction des logements qui soient à la fois durables et économiquement abordables. C'est toute la difficulté, hein, c'est ce que je disais à l'époque. Non, je dirais que la question, c'est pas est-ce qu'on peut les produire, c'est ce qu'il faut les produire. Il faut les produire. Oui. Parce qu'il faut qu'à terme tous les logements soient durables. Dans l'enquête, il y a un point qui nous a interpellés. Toujours, on a interrogé les Français sur quels sont les critères de choix pour vous lorsque vous achetez un logement. Bon, eh bien, la réponse, elle n'a pas changé. Ça reste le prix, l'emplacement et la surface. La dimension environnementale, si on se réfère à celle-ci sur l'aspect durable, mais encore une fois, il n'y a pas que celle-ci, elle vient très loin derrière. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, il y a un vrai besoin de pédagogie pour les Français, pour que finalement tout ceci s'approprie mieux, mais c'est surtout qu'il faut que tous les logements deviennent durables, parce que les 3 premiers critères, ils vont rester. Il faut simplement que tous les logements deviennent durables, qu'ils soient au meilleur prix, qu'ils aient, je dirais, une qualité d'espace et de superficie qui soit satisfaisante par rapport à ses besoins, en termes de rangement, en termes de hauteur sous plafond. On a parlé de ça l'an passé lors de notre dernier baromètre. Donc c'est une condition sine qua non, et j'avoue que c'est une équation qui est difficile à résoudre, qui va être difficile à résoudre parce que dans la loi climat-résilience dont j'ai parlé à l'instant, il y a aussi le sujet et l'objectif de diviser par 2 l'artificialisation nette des sols. Donc on voit que ça va être difficile de construire, mais peut-être du coup s'orienter plus probablement sur la rénovation qui est la voie et une des voies en tout cas pour tendre vers des logements durables à des prix abordables. Très bien. En tout cas, merci pour ces éléments de cette enquête. Donc vous, les professionnels, les associations qui sont liées à tous ces enjeux autour de la durabilité, la rénovation, l'environnement, est-ce que peut-être en conclusion, vous attendez quelque chose des politiques? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'État? Bien, l'État, il agit déjà beaucoup sur le sujet, il montre le chemin. J'aurais tendance à dire il ne faut pas aller trop vite, trop loin. Qui veut aller loin ménage sa monture. Hein, et il faut donc du coup éviter peut-être des effets d'annonce et puis prendre des mesures peut-être parfois trop rapides sans se préoccuper justement de la capacité du marché à les absorber. On n'a pas parlé de la réglementation environnementale 2020 qui arrive le 1er janvier 2022, donc c'est demain, qui est un véritable changement de paradigme puisqu'on va modifier les modes de construire, on va éradiquer progressivement le gaz dans le chauffage des maisons puis des immeubles. Donc là, il y a des vrais changements majeurs. Dans un premier temps, ça induit de surcoûts. Dans le contexte actuel, on sait qu'il y a des pénuries de matières et c'est pas neutre du tout sur les coûts de construction. Voilà, donc il faut tenir compte de tout ça. L'enjeu de la planète, il est essentiel, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la capacité de la filière à s'organiser. Voilà, donc ce que je dirais en conclusion. Puis je rajouterais peut-être un petit mot aussi, puisqu'une des questions qu'on posait dans ce baromètre, c'était logement, peut-on joindre le durable à l'agréable? Moi je dirais finalement oui. Il faut finalement joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que on peut aller vers
ce qui est nécessaire pour sauver la planète, mais il faut que ça se fasse toujours en préservant ce confort et cette qualité de vie dont on a tous besoin dans nos logements, quels qu'ils soient. Antoine Desbarrières, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.